Suite à l'introduction qui a fait l'objet d'une précédente vidéo, voici la partie 1 de cette série de tutoriels d'initiation à R. Je vais vous parler ici des briques de base qui constituent la plupart des objets dans R. Vous trouverez l'ensemble des supports associés à ces tutoriels, ainsi que des matériaux supplémentaires sur mon blog, dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Nous allons nous pencher sur 4 types d'objets de base, en partant du plus simple pour aller vers le plus compliqué, à savoir les vecteurs, qui correspondent à des séries de valeurs, les facteurs, qui sont des sortes de vecteurs catégoriels, les listes, qui sont des assemblages de différents types d'objets, et enfin les tableaux de données. Un vecteur, c'est une série d'éléments qui peuvent être des valeurs numériques, des chaînes de caractères, des valeurs logiques, vraies ou faux. Quand R affiche un vecteur, il l'écrit à l'horizontale, de gauche à droite et en passant à la ligne si nécessaire. Personnellement, j'aime bien représenter les vecteurs à la verticale, comme des colonnes, puisque c'est comme ça qu'on se les représentera quand ils feront partie d'un jeu de données. Pour créer à la main, entre guillemets, un vecteur avec R, la fonction à utiliser, a priori, c'est la fonction C. C pour combine. Ainsi, pour créer les 3 exemples de vecteurs à gauche, on va faire C, entre parenthèses, les valeurs successives du vecteur séparées par des virgules. Dans le cas de V1, on entre des valeurs numériques. Attention, R est anglophone et donc le séparateur décimal est un point. Pour V2, on va écrire les chaînes de caractères entre guillemets. Et pour V3, on écrit les vrais et faux, true et false, en majuscules et sans guillemets. On peut aussi créer des vecteurs où chaque élément sera nommé. Pour ce faire, on écrit le nom de l'élément sans guillemets égale la valeur de l'élément. Quand les vecteurs ne sont pas des séries de valeurs quelconques mais qu'ils présentent des patterns particuliers, on va pouvoir les écrire en utilisant d'autres fonctions que C. Pour des séquences de valeurs régulièrement espacées, on peut utiliser la fonction sec. On obtient la séquence en précisant les points de départ, argument from, et d'arrivée, argument to, de la séquence, ainsi que le pas qui les sépare, argument by. Alternativement, on peut, plutôt que préciser le pas, spécifier quelle longueur totale de séquence on attend en sortie. Dans ce cas, on précisera cette longueur via l'argument lengthOut. Dans le cas particulier où l'on cherche à obtenir une séquence de pas 1, on peut utiliser la notation 2 points. Ici, par exemple, la séquence des entiers de 0 à 7 est obtenue par la commande 0,2.7. On peut également créer des répétitions de valeurs à l'aide de la fonction rep. Dans ce cas, les arguments de la fonction correspondent d'une part à ce qu'on veut répéter, et d'autre part au nombre de fois où l'on veut le répéter. La fonction rep permet non seulement de répéter des éléments, mais également des vecteurs. Ainsi, V8 est créé en répétant 3 fois le vecteur V6, qui correspondait à la séquence des entiers allant de 0 à 7. On a vu précédemment que l'on pouvait créer des valeurs de types différents, contenant par exemple des valeurs de type numérique, chaîne de caractères ou logique. On peut interroger R quant au type de valeur contenue par un vecteur via la fonction class. Remarquez que le typage des vecteurs s'est fait implicitement lorsque nous avons créé les vecteurs selon la façon dont nous avions entré les valeurs. Valeurs numériques sans guillemets, valeurs entourées de guillemets, ou caractères logiques réservés true et false. La fonction C permet non seulement de combiner des valeurs individuelles en vecteurs, mais également de combiner plusieurs vecteurs en un seul vecteur plus long. Ici, par exemple, je combine les vecteurs V4 et V5 en un seul vecteur V global. Attention tout de même, un vecteur n'est censé comporter que des valeurs de même type. Si vous tentez de combiner plusieurs valeurs ou plusieurs vecteurs de types différents, R va forcer le typage d'une partie des éléments, pour que les deux parties correspondent. Typiquement, ici, il a forcé la partie numérique V6 à devenir chaîne de caractères, afin de coller à la partie V7. Vous aurez certainement affaire, à un moment ou à un autre, à des valeurs manquantes dans vos données. Dans R, ces valeurs manquantes se notent NA, pour Not Available. Comme True ou False, NA c'est une expression réservée dans R. Elle s'écrit donc sans guillemets. Le NA remplace une valeur non renseignée. Il est là, il occupe une place, même si on ne connaît pas sa valeur. Il est ainsi à distinguer d'un vide, qui en R s'écrira null.
Passons maintenant aux facteurs. Un facteur ressemble beaucoup à un vecteur de type chaîne de caractères, à la nuance près que les valeurs qu'il peut prendre sont limitées à un ensemble de valeurs possibles, qu'on appelle niveaux, levels en anglais. C'est en fait ce que j'ai voulu représenter avec mes pots de peinture qui prédéfinissent les couleurs possibles de mes briques. Un facteur correspond ainsi à une variable dite catégorielle. J'ai créé ici, à l'aide de la fonction factor, un facteur f1 qui contient des valeurs date1 et date2. R suppose ainsi, quoique je lui ai fait comprendre de manière implicite, que les niveaux possibles pour mon facteur sont date1 et date2. J'aurais pu, alternativement, lui dire les niveaux possibles de mon facteur explicitement, en passant à la fonction factor un argument levels. Il existe également une fonction levels, qui permet de lister les niveaux d'un facteur. Après les vecteurs, créés avec c, rep ou sec, ou l'opérateur de points, et les facteurs, créés avec factor, abordons maintenant les listes, créées avec list. Une liste, c'est un assemblage d'objets potentiellement hétéroclites, puisque leurs types et dimensions peuvent être différents. Ici, j'ai créé une liste L1, qui comprend deux éléments que j'ai nommés sit et nb, et qui sont respectivement un vecteur de taille 2 de type chaîne de caractères, et un vecteur de taille 8 de type numérique. Quand on débute avec R, c'est assez rare d'être amené à créer des listes. Néanmoins, il n'est pas inutile de comprendre comment travailler avec ce type d'objet, puisque c'est souvent des objets de ce type que les fonctions statistiques renvoient. Par exemple, quand on réalise une régression linéaire, on va avoir en sortie une liste, qui comprendra des choses variées comme un tableau des coefficients, une valeur de p-value, un vecteur de résidus, etc. Passons maintenant à un type d'objet qui nous occupera beaucoup par la suite, à savoir le tableau de données. Un tableau de données comprend à la fois des lignes et des colonnes, et c'est donc un objet qui a deux dimensions, contrairement aux vecteurs par exemple qui n'en ont qu'une. Les colonnes correspondent, en principe du moins, à des variables, tandis que les lignes sont des individus. Chaque colonne du jeu de données correspond ainsi vraisemblablement à un vecteur ou un facteur. Pour créer un tableau de données avec R, on peut le faire avec la fonction table ou, alternativement, avec la fonction dataframe. Ces deux fonctions créent des tableaux de données de type table ou dataframe, qui se distinguent par quelques nuances qui sont sans doute difficiles à apprécier à ce stade d'avancement. Je préfère personnellement utiliser la fonction table, car elle a des propriétés un peu plus commodes que dataframe, mais c'est une fonction qui ne fait pas partie de R à la base. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra installer et charger le package table, chose que je ne vous ai pas encore montré comment faire. Donc dans l'immédiat, je vous invite à utiliser la fonction dataframe à la place, si vous voulez créer un jeu de données. On dispose d'une famille de fonctions qui permettent d'interroger R quant au type d'objet auquel on a affaire. Il s'agit de fonctions de type is.quelque chose. Je vous montre ici par exemple l'usage de is.numérique et de is.factor. Parallèlement, les fonctions as.quelque chose permettent d'effectuer la conversion d'un type d'objet vers un autre type, façon pâte à modeler. Ici, la fonction as.factor force la conversion du vecteur V6 en un facteur. Tous les objets dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont des objets dits indexés, c'est-à-dire que chacun de leurs éléments est accessible à travers un index. Typiquement, dans le cas d'un facteur, l'index correspond à un numéro indiquant la position de l'élément dans la colonne, numéro allant de 1 à la longueur de la colonne. On peut utiliser le système d'indexation pour sélectionner un élément ou une sous-partie d'un vecteur ou d'un facteur. Cela se fera à travers la notation nom du vecteur, entre crochets, numéro des indices. Dans le premier exemple, je sélectionne juste une valeur, celle en position 4. Dans les exemples suivants, j'en sélectionne plusieurs. Or, un ensemble de plusieurs valeurs, c'est un vecteur. D'où la présence, à l'intérieur des crochets, des commandes servant à créer des vecteurs, c, rep, etc. Le moment est sans doute venu de vous faire remarquer ces numéros entre crochets, qui apparaissent en tête de ligne quand R affiche les vecteurs dans la console. Ils correspondent en fait à l'index de l'élément juste à droite. Pour le premier, ça n'apporte pas grand-chose. En revanche, pour les lignes suivantes, ça peut nous faire un point de repère visuel dans le vecteur. Pour un facteur, on peut exactement de la même manière sélectionner une sous-partie. Cela n'affecte pas les niveaux. Ainsi, en sélectionnant les éléments numéros 1 et 2 du facteur f1, on ne retient que des éléments ayant pour valeur date 1.
Pourtant, les niveaux du facteur sont inchangés et date 2 figure toujours dans les valeurs possibles. Pour extraire certains éléments d'une liste, on va le plus souvent utiliser des crochets doubles. On peut ainsi spécifier soit le numéro, soit le nom de l'élément, entre guillemets, que l'on veut sélectionner. Il est également possible d'utiliser la notation nom de la liste, $nom de l'élément, sans guillemets cette fois, pour récupérer un seul élément d'une liste. Ici, les éléments de la liste L1 sont des vecteurs et sont donc eux-mêmes indexés. On peut donc à nouveau aller chercher une sous-partie de ces éléments en utilisant l'indexation propre au vecteur. On peut également utiliser, plutôt que les crochets doubles, de simples crochets pour extraire une partie d'une liste. Dans ce cas, on obtient un nouvel objet qui est lui-même une liste, dans cet exemple une liste de longueur 1. En tant qu'objet à 2 dimensions, les tableaux de données ont un système d'indexation qui peut fonctionner de plusieurs manières différentes. On peut considérer que la structuration principale d'un tableau de données est la structuration par les colonnes. Dans ce cas, on peut assimiler un tableau de données à une sorte de liste de colonnes. On sélectionne de ce fait les colonnes d'un tableau par des crochets doubles. Dans ce cas, on obtient en sortie un vecteur ou un facteur. Ces crochets contiennent soit le numéro, soit le nom de la colonne, écrit entre guillemets. On peut aussi, comme on le faisait avec les listes, obtenir la colonne en tant que vecteur ou facteur en écrivant le nom du tableau, le nom de la colonne. Comme avec les listes, utiliser de simples crochets permet de récupérer une ou plusieurs colonnes, non pas en tant que vecteur ou facteur, mais en tant que tableau. Alternativement, on peut considérer que l'indexation des tableaux, qui sont structurés à la fois par les lignes et les colonnes, doit refléter cette double dimension. Dans ce cas, on passe au crochet à la fois les numéros de ligne et les numéros ou noms de colonnes que l'on souhaite récupérer, les deux étant séparés par une virgule. Ici, par exemple, je récupère la ligne 1 et la colonne 3 du tableau T1. En dessous, je récupère l'ensemble des éléments de la ligne 4 de T1 puisque je n'ai rien indiqué à droite de la virgule. Ici, je récupère les éléments qui correspondent à la ligne 2 et aux colonnes 1 et 2. Je peux également spécifier, plutôt que les numéros de colonnes, les noms des colonnes.